Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire du MOOC pour la finance de la biodiversité. Ce webinaire donc se focalisera sur la dépense euh, l'analyse des dépenses pour la biodiversité. Jenna, si tu peux déjà mettre le premier slide, ça va pouvoir aider. Donc, durant ce webinaire, nous allons tout d'abord euh, présenter la méthodologie et les points clés qui devraient être retenus de la méthodologie et de cette analyse spécifique. Donc, cette présentation sera faite par moi-même. Donc, je suis Marco Arlo, expert en finance environnementale pour l'équipe globale Biofin. Ensuite, nous passerons à des études de cas. D'abord celle des Seychelles, qui sera présentée donc par Hervé Barrois, qui est conseiller technique pour l'équipe globale, qui se focalise principalement sur la région d'Afrique, mais aussi sur le Kyrgyzstan. Et ensuite, Hervé présentera aussi l'étude de cas de la Zambie. Donc, nous allons pouvoir commencer ce webinaire. Pour tous ceux qui ont des questions, ils peuvent déjà commencer à les écrire dans le chat et nous y répondrons après les présentations pendant la session de questions et réponses. Alors tout d'abord, j'aimerais aussi souligner que cette semaine, vous avez dû pouvoir voir dans tous les médias sociaux que nous avions énormément de sujets de biodiversité discutés parce que l'IPBES a présenté son rapport sur l'état de la biodiversité dans le monde. Nous vous encourageons à le lire, ce rapport qui est important et qui montre l'importance critique de la finance pour la biodiversité et les actions que nous devons mettre en place sont critiques, nécessaires et très urgentes. Donc ici, nous allons nous focaliser sur l'analyse des dépenses pour la biodiversité. Alors, d'abord, la première nouvelle, c'est que le manuel de Biofin est à présent disponible en espagnol, mais aussi en français. Donc, vous pourrez retrouver ce dont on parle aujourd'hui au chapitre 4 de ce manuel. Donc, tout ce MOOC est construit autour de cette méthodologie de Biofin qui est détaillée très en détail dans le manuel de Biofin. Donc, c'est un document très important pour vous à suivre en même temps que les cours. Et à présent, il est aussi disponible donc en français. Donc, à présent, juste pour situer un peu le sujet d'aujourd'hui dans la méthodologie. Donc, nous avons trois analyses et évaluations importantes dans la méthodologie de Biofin. Tout d'abord, l'analyse des politiques et des institutions, l'API. Ça, c'est ce que nous avons vu la semaine dernière pendant la leçon 3. Ensuite, nous avons l'analyse des dépenses pour la biodiversité, c'est ce que nous voyons cette semaine. Donc, l'ADB, j'ai utilisé cet acronyme la plupart du temps. Et enfin, l'évaluation des besoins financiers, l'EBF, qui se focalise sur le montant nécessaire pour réaliser les objectifs nationaux de biodiversité. Donc, toutes ces analyses et ces évaluations permettent de construire un plan de financement à travers toutes les recommandations qui sortent de ces analyses. Il est important de ne pas seulement collecter des données, mais aussi de les utiliser pour créer des recommandations, des priorités à présenter aux preneurs de décision. Et donc, toutes ces analyses et évaluations permettent de construire ce plan de financement qui permet de mettre en priorité des solutions financières optimales pour le contexte du pays, et ensuite de mettre en œuvre ce plan de financement. Donc, comme expliqué, cette ADB, cette analyse des dépenses pour la biodiversité, est un outil de diagnostic qui va permettre de comprendre combien est dépensé, par qui et comment. Alors, l'objectif principal de l'ADB, c'est d'utiliser des données détaillées sur les budgets, les allocations et les dépenses des secteurs publics et privés. Nous allons parler plus tard de la différence entre budget, allocation et dépenses. Donc, des secteurs publics, privés et de la société civile. Il est important de ne pas uniquement regarder au secteur public, mais les autres aussi.
Donc, pour guider et promouvoir des politiques, des financements et des résultats améliorés en matière de biodiversité. Encore une fois, le but de ces analyses est de sortir des recommandations pour les politiques et le secteur privé ou la société civile. Donc ici, les différents points que vous pouvez voir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, représentent les principales choses que l'on doit retrouver dans l'analyse des dépenses pour la biodiversité. Donc les principes de base qui déterminent quelles sont les dépenses que nous allons regarder, ainsi que les montants, les catégories de biodiversité, nous allons voir les différentes classifications qui peuvent être utilisées, l'alignement des politiques, voir si les dépenses sont bien alignées avec les priorités du gouvernement, si le modèle d'exécution, si le budget est intégralement alloué, s'il est aussi dépensé, ce qui n'est pas toujours le cas, les sources de financement, voire les principales sources de recettes pour le gouvernement provenant de la nature, ainsi que établir des dépenses futures, c'est-à-dire si nous continuons sur le scénario dans lequel nous sommes, où serons-nous dans les prochaines années en termes de dépenses? Enfin, l'analyse de solutions de financement, essayer de ressortir des recommandations. Ici, vous pouvez voir les 5 différentes étapes de la DB. Nous allons nous focaliser ici dans ce webinaire sur une partie de ces étapes. Vous pouvez retrouver le détail de toutes celles-ci dans le manuel dont j'ai parlé au début, mais aussi dans la leçon que vous êtes en train de suivre. Donc, il y a les préparatifs, bien sûr, essayer d'identifier quelles sont les parties prenantes, où est-ce que nous allons pouvoir trouver et collecter les données, définir les principaux paramètres, ça nous allons en parler, mais une des parties de cette définition, c'est de définir qu'est-ce qu'une dépense pour la biodiversité, établir un système d'attribution de coefficients pour les dépenses primaires ou secondaires. Ensuite, nous passons à la collecte des données. Donc ici, encore une fois, il est très important de connecter des données, mais il est aussi important de les analyser, de les comparer à certains indicateurs macroéconomiques ou à des budgets nationaux. Enfin, de développer des projections des dépenses futures. Alors ici, nous allons nous focaliser sur certains points de ces étapes. Par exemple, ici, un point extrêmement important, la définition des principaux paramètres. Quelque chose de clé est de savoir qu'est-ce qu'une dépense pour la biodiversité. Alors pour Biofin, la définition d'une dépense pour la biodiversité, c'est toute dépense dont le but est d'avoir un impact positif ou de réduire ou d'éliminer les pressions sur la biodiversité. Cela va vous permettre ensuite de trouver ces dépenses qui ne sont pas toujours, par exemple, dans le ministère de l'Environnement, mais qui peuvent être dans le ministère du Tourisme, le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Défense aussi, par exemple, dans certains pays. Ensuite, établir un système de classification. Donc, je vais montrer la classification que Biofin propose, mais il est possible d'utiliser aussi d'autres classifications en même temps et d'étiqueter toutes ces différentes classifications aux différentes dépenses. Et quelque chose qui est clé dans notre méthodologie, établir un système d'attribution des dépenses primaires et secondaires. Donc d'abord, j'aimerais parler du graphe que l'on peut voir ici, avec le budget, un exemple de budget de 0 à 100%, donc qui serait voté pour donner à une certaine agence. Généralement, nous pouvons voir dans beaucoup de pays que parfois, entre le vote du budget et l'allocation du budget, il y a une différence. Et ensuite, nous pouvons voir une autre différence entre l'allocation et les dépenses. Il est très important de savoir cette analyse des dépenses de la biodiversité. Est-ce que nous regardons au budget, à l'allocation ou aux dépenses faites? Et nous allons voir qu'il y a des différences entre chacune de ces étapes, mais aussi que nous pouvons trouver des opportunités pour financer la biodiversité à l'intérieur de cette analyse, puisque si le budget n'est pas totalement dépensé, il est peut-être possible d'améliorer des capacités et d'automatiquement pouvoir dépenser un peu plus du budget pour financer la biodiversité, d'améliorer la situation sans forcément générer des nouveaux financements. Ici, on peut voir le système de classification que Biofin propose, donc sur la gauche, les 9 catégories de Biofin. Donc, nous pouvons étiqueter toutes ces catégories aux différentes dépenses, afin d'avoir à la fin une analyse intéressante, par exemple en Colombie, qui démontrait que 31% des dépenses sont faites vers la protection, 41% des dépenses sont dirigées vers la restauration des écosystèmes et que 7% est dirigé vers l'utilisation durable des ressources.
Donc, il est important d'étiqueter ces dépenses à certaines catégories, comme par exemple celle de BioFin ou d'autres, afin de mieux comprendre où sont les priorités, où sont les manques et où sont les principaux axes de financement, axes de dépenses. Ensuite, passons à une deuxième étape très importante dans l'ADB, c'est l'attribution des dépenses de biodiversité. Il est important de comprendre que les dépenses en environnement ne sont pas toutes des dépenses pour la biodiversité. Par exemple, créer une ferme solaire permet de réduire l'émission de CO2 et a un effet indirect sur la biodiversité, mais l'objectif principal n'est pas du tout la biodiversité, et tout le financement qui est utilisé pour cette ferme solaire, en réalité, ne finance pas la biodiversité, ou le finance à un tout petit pourcentage, de manière indirecte. Donc il est important de comprendre et de créer des échelles entre cette différence de dépenses primaires et de dépenses secondaires. Par exemple, l'agrandissement de réserves naturelles sera un objectif clair de biodiversité, et toutes les dépenses axées donc, sur cet élargissement des aires protégées sera 100% dépenses pour la biodiversité. Si nous plantons plusieurs mangroves pour séquestrer plus de CO2, le premier objectif est le climat. En effet, néanmoins, il y a un effet aussi sur la biodiversité. Et donc là, en fonction du programme, la dépense le coefficient à attribuer à cette dépense pourra être 25%, 30%, 50%, 75%. Cela dépend du programme ou de l'agence. Donc, une fois qu'on a compris, qu'on a fait ces échelles différentes d'attribution de coefficients, nous passons aux deux approches possibles pour analyser les dépenses pour la biodiversité. Alors, tout cela va dépendre des données qui sont disponibles. Par exemple, les Philippines ont procédé avec l'approche par agence. Eh bien, l'approche par agence, l'objectif est donc dans le département de l'environnement et des ressources naturelles de voir toutes les différentes agences qui répondent à ce département de l'environnement et des ressources naturelles. Quel est le coefficient d'attribution à ces différentes agences par rapport à leur rôle dans la dépense de la biodiversité. On peut voir par exemple que le bureau de gestion de la biodiversité a eu une allocation de coefficient de 78%. Ça signifie que 78% de tout ce qu'ils font est dirigé pour la finance de est dépensé pour la biodiversité. En revanche, si nous regardons le bureau des mines et des géosciences, 1% a été alloué, ce qui signifie que 1% de cette agence dépense pour la biodiversité. Donc ceci est l'approche par agence. L'approche que nous pensons est la meilleure est l'approche par programme, où ici l'idée est d'aller encore plus en détail que par l'agence. C'est voir dans chacune des agences les différents programmes qu'ils ont et de la même manière mettre des coefficients à chacun de ces programmes. En effet, cela est plus détaillé, néanmoins parfois ces données ne sont pas faciles à avoir ou voire impossibles. Donc l'important est de réussir à avoir une analyse. Donc si on ne peut pas arriver à l'avoir au niveau du programme, on l'a au niveau de l'agence. Ici, on prend l'exemple du Kazakhstan qui a fait une ADB par programme d'activité. Ici, vous pouvez voir des exemples ainsi que les différents coefficients qu'ils utilisent en fonction de la dépense si elle est plus ou moins indirecte. Ici, quelques résultats donc, qui viennent du Guatemala et des Fidji. Donc, en haut, on peut voir celui du Guatemala, où on voit les pourcentages des dépenses qui proviennent du secteur public, secteur privé, donateur, ONG et universitaire. Et en bas, les dépenses des Fidji qui sont étiquetées par rapport à une certaine classification, donc gestion des eaux intérieures, gestion des zones côtières, gestion des lieux marins côtiers, et dans lesquelles on peut voir des projections ainsi que des données historiques. Quelque chose sur lequel je voudrais revenir, c'est le secteur privé. En effet, l'ADB et l'analyse des dépenses pour la biodiversité pour le secteur privé est relativement compliquée. C'est souvent très compliqué de pouvoir engager tout le secteur privé d'un pays et d'expliquer quelle est la différence entre la biodiversité et l'environnement et comment certaines de leurs dépenses peuvent l'affecter. Il y a aussi souvent des problèmes de transparence. Ici, l'objectif est plutôt une opportunité d'engagement avec le secteur privé. Il est important de ramener
le secteur privé dans ce processus, car cela va permettre peut-être de trouver des nouvelles recommandations, des nouvelles opportunités. Le secteur privé est intéressé aussi à démontrer si, en effet, ils ont eu des dépenses pour la biodiversité. Et donc, il y a plusieurs possibilités pour essayer d'avoir des données de la part de ce secteur privé. Les rapports RSE, les rapports financiers, l'enquête gouvernementale. Au Guatemala, ils ont organisé des ateliers avec certains secteurs dans le secteur privé, comme par exemple le tourisme. Aux Philippines, ils ont utilisé des questionnaires, au Guatemala aussi. Au Costa Rica, ils ont approché la Chambre des commerces et de l'industrie avant de pouvoir aller parler à certains secteurs, à certaines entreprises dans le secteur privé. C'est aussi important de ne pas oublier le secteur bancaire qui, lui aussi, peut avoir des dépenses dans la biodiversité. Nous avions il y a peu des exemples de la part du Mozambique où certaines banques commerciales ont créé des mécanismes de financement pour financer la biodiversité à travers une carte verte où un certain montant de la transaction allait directement à un fonds pour l'environnement. D'autres créaient des lignes de crédit pour la finance de l'environnement. Donc, il est important de mêler le secteur privé et le secteur bancaire à toute cette analyse afin de pouvoir trouver des opportunités, des recommandations pour ensuite continuer avec eux. Une fois que nous avons toutes ces données, encore une fois, l'important est de les analyser. Nous ne pouvons pas juste avoir une liste de données et ne pas les utiliser. Il est donc important de les comparer au contexte macroéconomique, à la dépense pour la biodiversité dans le contexte national, à la détermination, comme j'expliquais, de relations entre budget, allocation, dépenses réelles, et la détermination d'autres tendances. Avant de finir, ici, quelques résultats clés que nous devons avoir de l'ADB. Donc, tout d'abord, on s'est rendu compte que dans nos pays, la plupart du temps, les dépenses publiques étaient entre 0,1 et 0,2% du PIB, et aussi entre 0,2 et 1,8% du budget national. Donc, ce genre de chiffre est très intéressant à voir. Bien sûr, cela va dépendre de la taille du pays. Ce n'est pas la même chose pour un pays de 150 millions d'habitants et pour un pays de 100 000 habitants. La Colombie, dont je parlais avant, avec la classification, l'utilisation de la classification de biofilm. Au Guatemala, ils ont observé que 7,5% des dépenses pour la biodiversité étaient dépensées par la municipalité, alors que 92% étaient dépensés par le gouvernement central. Il a donc été recommandé de créer des mécanismes au niveau municipal, car les municipalités pouvaient agir plus. Et grâce à cela, aujourd'hui, 5 municipalités ont augmenté leur budget pour des mécanismes de financement pour les régions côtières et la restauration des côtes, des écosystèmes des côtiers. Il y a aussi, par exemple, certaines recommandations qu'on peut avoir, c'est la dépendance aux APD. Dans certains pays, on voit que la dépendance aux APD pour la biodiversité est entre 60% et 70%. Cela signifie que si l'aide internationale se réduit dû à un choc exogène qui pourrait être une crise économique, eh bien, tout d'un coup, la biodiversité ne peut plus être financée. Et il faut donc, à ce moment-là, créer des mécanismes de financement domestiques. Et donc, cela est une recommandation qui sort de l'analyse des dépenses publiques, des dépenses de la biodiversité. D'autres recommandations peuvent venir de la synergie entre la finance du climat et la finance de la biodiversité. Il est aussi important d'analyser les dépenses récurrentes contre les dépenses d'infrastructure. On se rend souvent compte dans nos pays que la plupart des dépenses sont liées à des dépenses récurrentes, par exemple au salaire, et qu'il y a très peu de fonds qui sont utilisés pour les infrastructures. Or, pour améliorer nos résultats, il est évident qu'il faut aussi investir dans les infrastructures. Il est aussi important de voir l'efficacité des dépenses, si les budgets sont bel et bien dépensés ou non, et si l'on pourrait peut-être faire mieux pour certaines dépenses. Je vais à présent m'arrêter ici et passer la parole à Hervé, qui va donc, comme je l'expliquais, se focaliser sur tout d'abord une étude de cas des Seychelles, puis ensuite sur une étude de cas de la Zambie. Hervé, c'est à toi. Bonjour, bonsoir. Merci Marco pour cette introduction. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter deux études de cas de la zone Afrique. Une étude de cas des Seychelles
qui a démarré le processus de Biofin en 2014, et ensuite je vais introduire un peu l'exemple de la Zambie qui elle aussi a démarré Biofin dès le début et qui a fait cette étape d'analyse des dépenses pour la biodiversité. Donc aux Seychelles, les Seychelles n'ont pas une budgétisation basée sur les programmes, donc nous avons adopté une approche par agence. Comme c'est indiqué dans le manuel de Biofin. L'attribution des dépenses pour la biodiversité a été faite basée sur l'utilisation d'un coefficient qui a été établi pour chaque ligne budgétaire des institutions publiques. Et la façon dont on a déterminé ces coefficients, c'est grâce à une consultation des institutions publiques, des institutions privées, des ONG qui travaillent dans la biodiversité. Et nous avons eu des entretiens avec chaque directeur d'agence, mais aussi avec le service de l'administration de la comptabilité, pour bien comprendre comment les institutions utilisaient leur budget et comment ils le dépensaient et sur quel objectif de la biodiversité. Donc ce processus a pris un temps assez important puisque cette consultation individuelle a été nécessaire. Donc ça a pris peut-être 4 à 5 mois pour avoir des entretiens avec les responsables des différentes institutions publiques. Et le résultat est que pour un exemple que vous voyez à l'écran, c'est que pour chaque institution, nous avons pu déterminer non seulement la catégorie des dépenses suivant la catégorie Biofin, mais aussi un pourcentage des dépenses qui est attribuable à la biodiversité, non seulement pour les dépenses récurrentes, mais aussi pour les dépenses en investissement. Par exemple, dans ce tableau qui est à l'écran, le ministère d'utilisation des terres et de l'habitat, il y a une unité, il y a une ligne budgétaire qui est liée au survey, et donc qui est consacré et simplement 2% des dépenses qui sont liées à cette ligne budgétaire sont consacrées à la biodiversité, et donc ça permet qui sont alloués pour l'intégration de la biodiversité dans ce système d'utilisation des terres. Et nous voyons aussi que pour d'autres lignes budgétaires qui sont liées par exemple à l'agence de l'agriculture, que simplement 20% des ressources humaines consacrent un petit du temps à des activités qui sont liées à la conservation de la biodiversité. Donc c'est des dépenses récurrentes. Par contre, 100% des activités qui sont liées à la ligne budgétaire service de la biosécurité, qui correspond à des activités liées à la protection de la biodiversité, sont allouées à la biodiversité. Et ainsi de suite. Donc grâce à ces coefficients, nous avons pu déterminer le niveau des dépenses des institutions publiques, des ONG et du secteur privé. Nous avons fait aussi une analyse du budget national. Donc, nous voyons qu'aux Seychelles, par exemple, le budget national entre la période 2011 et 2015 varie entre 3 milliards de roupies à un peu plus de 5 milliards de roupies. 5 milliards de roupies correspond à peu près 400 millions de dollars par an. Ça donne l'idée. Après, nous avons effectué des analyses par institution. Le problème que nous avons rencontré aux Seychelles, c'est que les institutions changent au cours des périodes d'études. Par exemple, aux Seychelles, il existait le ministère des Ressources naturelles pendant la période 2006-2010, et après, ce ministère est devenu le ministère de l'Agriculture et des Pêches entre 2011 et 2015. Et quand on fait l'analyse des dépenses, on constate que sur la période 2006-2010, le ministère des Ressources naturelles était impliqué dans toute une catégorie de dépenses qui sont liées à la biodiversité, des dépenses qui sont liées à l'intégration de la biodiversité, mais également la protection, la restauration et l'habilitation. Et à partir de 2010, on constate que le nouveau ministère qui a été créé se consacre uniquement à l'intégration dans les plans stratégiques de l'agriculture, de la biodiversité, et a complètement laissé tomber toutes les activités sur le terrain qui sont liées à la protection, la restauration et l'habilitation. Et donc ce graphe montre bien cette analyse, un changement de fonction qui a eu lieu dû à un changement de réorganisation des structures gouvernementales.
Et ici, on comprend pourquoi, c'est que à partir de 2011, les gouvernements des Seychelles a créé l'Agence de l'agriculture des Seychelles, qui, elle, s'est consacrée pour des activités sur le terrain, et donc a récupéré les activités qui étaient faites dans le cadre du ministère des Ressources naturelles. Et donc l'Agence pour l'agriculture des Seychelles effectue des activités qui sont liées à l'intégration de la biodiversité dans les plans stratégiques de développement de l'agriculture, mais aussi des activités qui sont liées à la protection et la restauration de la biodiversité liées au secteur agricole des Seychelles. Et donc cette analyse permet de comprendre et de comparer les niveaux avant la réorganisation et après la réorganisation gouvernementale. L'autorité des pêches des Seychelles, on a fait une analyse récurrente des dépenses qui sont liées à la biodiversité et on constate, par exemple, grâce à cette analyse, que jusqu'aux années 2010, les Seychelles avaient très peu de dépenses à la biodiversité puisqu'on pensait que les pêches aux Seychelles étaient durables et qu'il n'y avait aucun impact sur les pêcheries, quelles que soient les quantités qui étaient pêchées. Et à partir de 2010, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait un impact négatif sur la biodiversité et qu'on pouvait très rapidement arriver dans des situations de surpêche. Et tout d'un coup, le budget, la réponse de l'État a été d'augmenter le budget de l'autorité des pêches des Seychelles, non seulement pour intégrer cet aspect de biodiversité dans les pêches, mais aussi de commencer à injecter de l'argent et avoir des dépenses qui sont liées à la protection des ressources des pêches, mais aussi de créer des activités qui permettent d'habiliter, telles que la recherche pour essayer de comprendre comment évoluent les stocks des différentes ressources marines. Le ministère du Développement national entre 2006 existe entre 2006 et 2010 et après il a été cet ministère a disparu, un nouveau ministère est apparu qui était appelé le ministère de l'Habitat et de l'Aménagement des Terres entre 2011 et 2015. Et on constate que dans ce ministère, leur contribution est limitée comparée à la biodiversité et que la principale activité c'est d'intégrer dans l'aménagement cet aspect de biodiversité. Et donc, les dépenses qui sont liées à ce ministère sont relativement faibles, puisqu'elles sont moins au bleu pic, c'est de 160 000 roupies par an, ce qui est très faible. Nous avons aussi le département de la gestion des risques et des catastrophes, et donc c'est pareillement ce département qui a été créé qu'en 2007, pardon, à intégrer dans les plans qui permettent de gérer les risques et les catastrophes, les aspects de la biodiversité, mais qu'il y a eu pratiquement aucune activité sur le terrain. C'est qu'une planification en cas de catastrophe majeure naturelle. Par contre, les dépenses de l'environnement du département de l'environnement sont beaucoup plus importantes puisqu'elles se positionnent à peu près en 30 millions de roupies par an et elles se répartissent sur toute une gamme d'activités, de catégories de dépenses à la biodiversité, telles que l'intégration, la protection, la restauration et l'habilitation. Depuis de nombreuses années, on constate que le gouvernement a investi beaucoup plus sur cet aspect de la protection de l'environnement et de la biodiversité à partir de 2010. Qui était suite en fait au développement rapide du secteur du tourisme et en même temps au développement rapide d'utilisation des ressources marines. Et donc il y a eu un besoin, une prise de conscience au niveau national pour essayer de réduire la dégradation des écosystèmes marins et terrestres des îles des Seychelles. L'autorité des parcs nationaux des Seychelles, on constate que en fait toutes les dépenses sont liées à la protection des parcs naturels, ce qui est normal, mais on constate que l'allocation budgétaire et les dépenses budgétaires restent relativement stables sur la période 2011-2015 et que donc il y a eu très peu d'investissements pour améliorer les aires protégées et que donc la plupart des dépenses elles sont pour le maintien des écosystèmes mais non pas l'amélioration. Et donc il y a probablement eu un faible niveau d'investissement et qui permet pas d'améliorer les aires protégées. La répartition des dépenses publiques par institution des organisations publiques. Donc on voit que la plus grosse part des dépenses liées à la biodiversité dans les institutions publiques sont attribuées au département de l'environnement, ce qui est normal. Et après, il y a une répartition assez équilibrée entre l'Agence agricole des Seychelles,
l'autorité des Seychelles de la pêche et l'autorité nationale des parcs nationaux des Seychelles. Citons les dépenses publiques récurrentes totales pour la biodiversité représentent un faible pourcentage du budget national. Vous voyez à l'écran qu'elles correspondent, elles varient entre 1,6% et 1,3% du budget national. Donc c'est relativement faible, surtout si l'on prend en considération que le PIB des Seychelles dépend à 60% de la biodiversité, l'utilisation de la biodiversité. Donc si on regarde la répartition des dépenses publiques récurrentes pour la biodiversité par les grandes catégories de biophiles, on constate que pendant de nombreuses années, il y a eu une principale des dépenses qui sont principalement mises en intégration, donc qui ont été mis dans la planification, dans tous les plans stratégiques des différents secteurs des Seychelles, mais qu'il y a eu très peu de dépenses qui ont été faites non seulement au niveau de la restauration et de la protection. Nous avons aussi calculé ces dépenses en dollars pour pouvoir les comparer à d'autres pays. Et comparer, on a pu aussi estimer les dépenses récurrentes et les dépenses en capital en dollars. Et donc, on voit que dans les dernières années, les dépenses en capital ont commencé à augmenter, alors qu'elles étaient très faibles sur la période 2011-2013 par rapport aux dépenses totales. Donc, une prise de conscience de l'État pour de la nécessité d'investir dans la protection de la biodiversité. Nous avons aussi effectué des analyses en prix constant en utilisant l'année de référence 2006 qui intègre les fluctuations liées à l'inflation et au taux de change. On a pris l'année de référence 2006 puisqu'en 2008, il y a eu une grosse crise économique aux Seychelles. Et donc, on voulait comparer la situation d'avant la crise économique et après. Et on constate qu'en fait, si on regarde les trajectoires, qu'il y a une baisse en prix constant des dépenses liées à la biodiversité, notamment pour la protection, l'intégration avant 2011, et qu'on récupère progressivement à partir de 2012, où la situation économique s'améliore, et que les dépenses qui sont liées à la biodiversité augmentent en conséquence. Nous avons aussi effectué une analyse des dépenses des ONG et on constate que les ONG dépendent énormément des bailleurs de fonds et qu'ils ont très peu de financement de l'État, pratiquement inexistant, et ils ont des fonds propres qui sont relativement limités, une contribution du secteur privé qui est aussi extrêmement limitée. Donc l'impact des bailleurs, la dépendance des bailleurs de fonds est un problème pour les ONG seychelloises. Et ce constat est notamment renforcé aux Seychelles depuis l'obtention des Seychelles d'un pays à haut revenu et donc qui ne peut plus bénéficier de l'appui des bailleurs de fonds depuis 2018. Donc le gouvernement des Seychelles est en train de revoir les sources de financement possibles pour les ONG et réduire cette dépendance des bailleurs de fonds. Et donc, voyons que les ONG travaillent surtout au niveau de la restauration et de la protection, donc des activités qui sont très liées au terrain avec les communautés locales, mais qu'aussi elles contribuent à l'intégration de la biodiversité dans la planification au niveau national, mais aussi dans la planification au niveau des différentes îles des Seychelles. Et que leur dépense est en pleine croissance et jusqu'en 2014. Et notamment grâce à l'appui des bailleurs de fonds. Nous avons également effectué une analyse des dépenses du secteur privé, qui reste relativement limitée, mais qui donne une idée. On constate que le secteur privé investit surtout dans la protection et la restauration, mais que les dépenses qui sont liées au secteur privé restent relativement limitées, avec des niveaux de 1 million, 1,8 million au maximum de roupies par an, ce qui est très différent des dépenses de la biodiversité des institutions publiques qui sont de l'ordre de 30 à 40 millions de roupies.
Et donc la protection, c'est généralement du secteur privé qui investit directement dans les zones qui sont autour de leur propriété. Nous avons ici aussi pu effectuer des projections. Donc on voit ici que les projections des dépenses publiques restent relativement constantes sur la période 2016-2020. Et du fait des choix politiques qui sont faits par le gouvernement des Seychelles, qui a été fait par le gouvernement des Seychelles quand on a fait l'étude, c'est-à-dire en 2014-2015. Et les projections qui ont été faites aussi également pour les ONG et le secteur privé. Donc on constate que le secteur privé, il n'y a pas d'augmentation prévue du fait que les investissements, en fait, faut bien comprendre que les investissements faits par les secteurs privés dans les îles privées ont été faits dans les années 60-70 et que maintenant on est dans une période de juste d'entretien des écosystèmes, mais pas de gros investissements pour l'amélioration des écosystèmes et de la biodiversité, du fait d'un manque de cadre fiscal et d'incitation financière pour augmenter ces investissements. Et les ONG, on voit que les dépenses aussi restent relativement stables du fait d'une difficulté pour le moment à mobiliser des financements des bailleurs de fonds. Et par contre, on voit qu'il y a une augmentation relativement importante du gouvernement dans le cadre de la biodiversité dans les dernières années de l'étude. Voilà, donc cette analyse des Seychelles a permis non seulement d'avoir une analyse, d'avoir une situation de référence qui date de 2014-2015 et a permis d'identifier des pistes pour le développement de solutions du financement qui sont liées à la biodiversité, non seulement d'essayer d'adopter une budgétisation basée sur les programmes pour améliorer l'efficacité d'utilisation des ressources financières disponibles. C'était la première recommandation qui a été faite. La deuxième recommandation, c'est d'identifier des sources de financement alternatives pour les ONG pour s'assurer que pour réduire leur dépendance par rapport aux bailleurs de fonds et donc d'essayer d'utiliser surtout des sources de financement domestiques pour assurer la pérennité des ONG qui font un travail efficace au niveau des terrains. Et troisièmement, c'est d'essayer d'identifier des solutions de financement qui permettraient d'améliorer la contribution du secteur privé à la conservation de la biodiversité. Voilà un peu très rapidement l'étude de cas des Seychelles et comment cette analyse a permis d'identifier des pistes pour le développement de solutions de financement à la biodiversité. Maintenant, je vais passer à la présentation relative à la Zambie. Donc, cette présentation a été préparée par le chef d'équipe de Biofin en Zambie, Monsieur Bruno Mwambe, et je vais je vais faire cette présentation en son nom. La présentation a quatre grandes composantes. La premièrement, c'est le processus pour entreprendre ADB qui a été fait en Zambie, les modèles des tables Excel qui ont été utilisés pour collecter les données, un exemple des analyses effectuées et des résultats obtenus, et comment l'ADB a permis d'identifier des solutions de financement en Zambie. Donc les institutions du secteur public qui ont été ciblées par l'ADB en Zambie non seulement se situent au niveau central, donc avec le ministère de l'Agriculture, de l'Énergie, des Pêches et de l'Élevage, des Terres, l'utilisation des ressources naturelles, des mines, du tourisme et de l'art, et de l'eau et de la protection environnementale. Mais il y a aussi des bureaux qui ont été pris au niveau infrarégional, au niveau des provinces, afin d'avoir une compréhension un peu globale des flux financiers dans toute la Zambie. Le principal défi que la Zambie a rencontré, ça a été essayer d'avoir des données liées aux dépenses de la biodiversité par le secteur privé. Donc le modèle qui a été utilisé, c'est les étapes plutôt qui ont été suivies par la Zambie. C'est de collecter des données qui sont liées aux dépenses de la biodiversité des différents acteurs qui ont été sélectionnés. Deux, c'est de prendre les grandes classifications qui ont été développées dans les manuels de Biofin et les intégrer dans les tables Excel, d'essayer de résumer un peu
la stratégie et le plan d'action national pour la biodiversité avec les différents indicateurs, les programmes, d'attribuer les coefficients aux dépenses et d'intégrer aussi dans les tables Excel les objectifs HI du développement durable afin de pouvoir faire des analyses qui relient les dépenses de la biodiversité à les objectifs HI et les objectifs du développement durable. Donc voici un exemple des tables Excel qui ont été développées en Zambie. Donc je vous invite à regarder un peu l'onglet dans la partie supérieure de la table Excel qui est à l'écran. Et donc on voit qu'il y a une colonne qui est liée au ministère et après des colonnes qui indiquent les départements des ministères qui sont concernés, l'année de référence, l'année des dépenses qui a été analysée, c'est 2014, 2015 ou 2016. L'unité du département qui est analysée, donc la troisième colonne, Forest, par exemple, dans le cas à l'écran, la première ligne, vous voyez, c'est le ministère des Terres et des Ressources naturelles. Ils ont analysé les dépenses du département de la forêt. Ils ont analysé les dépenses de l'unité de la protection des forêts. Et après, cette unité a mis en œuvre un programme. Donc, on a le détail du programme. C'était la planification et l'information, la gestion de l'information des forêts. Et l'activité qui a été sélectionnée pour intégrer les dépenses, donc c'est l'augmentation des plantations des noix de cajou. L'équipe de Biofin a collecté plus de 100 lignes de données dans ces tables Excel, donc c'est énorme, c'est une grosse base de données et non traitées. Et après, ils ont traité l'information et les lignes de ces tables Excel ont été réduites à 9000 lignes. La deuxième partie de cette base de données donc, comprend une classification des dépenses au niveau 1. Donc si c'est des dépenses qui sont liées aux opérations ou à d'autres activités. Un deuxième niveau de classification pour indiquer si c'est des dépenses récurrentes ou des dépenses qui sont liées à des investissements. Une troisième colonne qui indique le budget total des dépenses considérées, le budget. Après, une quatrième colonne qui indique les dépenses actuelles qui ont été réalisées. Donc, on voit qu'il peut y avoir dans certains cas une différence entre le budget qui a été alloué par l'Assemblée nationale et les dépenses actuelles qui ont été réalisées. Les coefficients qui ont été utilisés pour attribuer le niveau des dépenses liées à la biodiversité. Et après les révisions si c'était nécessaire. Et après, ces dépenses ont été réparties en fonction des catégories Biofin, donc les premières catégories Biofin qui sont par exemple, si je regarde en haut de la table, l'économie verte, donc une grande catégorie. Mais cette catégorie est divisée en sous-catégories dans le manuel de Biofin. Et par exemple, ici nous avons une sous-catégorie. Après, il y a une répartition par les objectifs de l'HI, donc les targets 7 par exemple, ici c'est indiqué, les objectifs 7, les objectifs qui sont liés à la stratégie nationale et plan d'action nationale, les objectifs globaux de la stratégie nationale pour la biodiversité et les objectifs durables du développement. Par exemple ici c'est relatif aux objectifs durables numéro 15. Donc l'intégration dans cette table Excel de tous ces objectifs, de toute catégorisation des dépenses de la biodiversité, permet ultérieurement de faire des dépenses, des analyses plus détaillées. Donc si on revient au budget national de la Zambie, on constate que il y a uniquement en moyenne 0,6% du budget national qui est consacré à la protection de l'environnement. Donc un investissement aussi de part de l'État qui reste relativement faible, surtout dans le cas de la Zambie où aussi également une grosse partie du PIB, notamment à travers l'agriculture et les parcs nationaux, sont basés sur l'utilisation de la biodiversité. Et 70% du budget pour la protection de l'environnement est consacré à la conservation de la biodiversité. Donc, quand on voit la ventilation par fonction du budget pour la protection de l'environnement, on constate qu'il y a une catégorie qui est très floue d'après la définition gouvernementale, que donc 75%
14% des dépenses sont relatifs à cette catégorie divers protection environnementale. Donc, il n'y a pas de détails. Donc, c'est extrêmement général et c'est extrêmement difficile d'établir des analyses détaillées en fonction de cette catégorisation. La deuxième grande catégorie utilisée par l'État, c'est gestion et protection des forêts, qui représente 22% des dépenses réalisées par l'État. Réduction des pollutions, 3%, et après de très faibles pourcentages pour les autres activités qui sont liées à la protection de l'environnement. Quand on regarde les dépenses qui sont faites et qu'on les lie aux sources de financement du budget en Zambie, on constate qu'il y a une très grosse dépendance de la Zambie des bailleurs de fonds. Donc 74% des dépenses qui sont faites par l'État pour la biodiversité proviennent des sources de financement des bailleurs de fonds et 26% des fonds propres de l'État. Et ça s'applique pour toutes les sous-catégories, les fonctions sub-budgétaires qui ont été établies. Ici, c'est une analyse qui montre la différence entre le budget total alloué. Donc, par exemple, si on prend le département de la forêt en troisième ligne, nous constatons que le budget approuvé par l'Assemblée nationale s'élève à 236 milliards, mais qu'en fait, les dépenses réalisées ne correspondent qu'à 49 milliards, et que sur ces 49 milliards dépensés par le département de la forêt, il n'y a que 45 milliards qui sont des dépenses relatives à la biodiversité. Donc en fait, ça correspond, il y a une dépense qui correspond qu'à 19% du total du budget alloué. Et ça, il y a plusieurs explications possibles, mais ça montre bien cette différence entre l'allocation budgétaire et les dépenses réelles sur le terrain, et qu'il peut y avoir des barrières à ces différentes étapes. Les extraits des résultats de l'analyse des dépenses par département montrent que si on regarde les différents départements qui sont liés à la biodiversité, par exemple les départements qui sont liés à la forêt, on constate qu'une grande partie des dépenses, 67% des dépenses, sont liées aux ressources humaines et à l'unité d'administration, et que très peu de dépenses en fait sont faites liées relatives à la mise en œuvre de programmes sur le terrain avec des équipements et autres, des replantations, etc. Donc 63 quarts du budget pratiquement est lié à la charge salariale. Donc en moyenne, plus de 50% des dépenses pour la biodiversité sont consacrées aux ressources humaines et à l'administration. L'étiquetage des dépenses pour la biodiversité ont permis aussi de montrer que 87% des dépenses sont récurrentes, et que 13% des dépenses pour la biodiversité sont pour les investissements, donc très faible investissement. Et surtout, ça illustre bien que la plupart des dépenses sont liées aux charges salariales. Dans la sous-classification, on se rend compte aussi que pour les dépenses récurrentes, donc il y a 58% des dépenses qui sont liées aux opérations, 32% pour les salaires, 5% des dépenses en capital, 1% en assistance technique, très peu de dépenses en équipement, 1% du total des dépenses en équipement, très peu de véhicules disponibles avec 0,23% en véhicules. Donc en fait, on a une grosse masse salariale et avec très peu de moyens pour mettre en œuvre des projets sur le terrain. Donc si on utilise l'étiquetage des dépenses pour la biodiversité suivant les catégories de biofines, on se rend compte que la majeure partie des dépenses réalisées pour la biodiversité sont consacrées à la planification du développement de la biodiversité, avec 75% des dépenses pratiquement. Une deuxième grosse catégorie, c'est l'économie verte, 14%. Sensibilisation à la biodiversité représente que 4% des dépenses totales. Les aires protégées, que 3% des dépenses totales. Utilisation durable des ressources naturelles, 2% des dépenses totales. Restauration, 0,7%. Gestion de la pollution, 0,04%. Donc, large majeure partie des dépenses à la planification, mais très peu d'actions en fait réalisées sur le terrain. Donc, ce tableau analyse plus en détail l'attribution des dépenses, donc en utilisant les catégories de biofines à un niveau plus détaillé.
qui montre encore que la plupart des dépenses c'est lié aux masses salariales et à la planification, et que très peu de dépenses sont faites en fait sur la mise en œuvre des programmes. Je vais passer sur ce deuxième tableau. Donc, c'est une analyse beaucoup plus détaillée qui reprend les sous-catégories identifiées par Badiofin dans le manuel de Badiofin 2018. La Zambie a effectué également un étiquetage des dépenses en fonction de la stratégie du plan d'action national pour la biodiversité, et qu'on constate qu'en fonction des objectifs, l'objectif 7, qui est lié à l'agriculture durable, à l'aquaculture et la forêt, représente 50% des dépenses qui sont liées à la biodiversité. Et que la deuxième grand, c'est la perte, la réduction et de perte d'habitat, donc dans lequel on peut enregistrer, dans ces catégories, on enregistre 26% des dépenses qui sont liées à la biodiversité. Donc voilà des grandes priorités nationales, donc l'agriculture durable, l'aquaculture et la forêt, et la perte, la réduction et contrôle de perte de l'habitat. Donc l'analyse, comme aux Seychelles, en Zambie, l'analyse des dépenses de la biodiversité a permis d'identifier des solutions de financement, donc a permis d'identifier des pistes qui sont ensuite détaillées dans les étapes suivantes du processus Biofin. Donc déjà que le premier constat, c'est qu'il y a une faible participation, un faible niveau de dépenses pour la biodiversité par le secteur privé, malgré qu'il y ait une analyse extrêmement difficile. Il y a une faible budget alloué à la conservation de la biodiversité, moins de 1%, 0,6% du budget national. Donc faible engagement de l'État par rapport à la conservation de la biodiversité. Les donateurs ont financé la composante la plus importante du budget pour la protection de l'environnement, donc 74%, environ presque 75% de dépendance par rapport aux bailleurs de fonds. Il y a aussi une faible allocation budgétaire qui est réalisée, qui représente en moyenne que 40% des montants budgétisés ont été planifiés. Donc il y a un problème entre l'allocation budgétaire qui est faite par l'Assemblée nationale et la mise en et la dépense, les dépenses qui sont liées à la biodiversité, les dépenses réelles qui sont effectuées. Donc il y a des barrières entre ces deux étapes. Il y a dans l'allocation budgétaire la plus importante qui est liée à la protection de l'environnement, on se trouve dans autres dépenses 74. Donc la classification des dépenses qui sont liées à la biodiversité et l'environnement n'est pas détaillée au gouvernement, et donc ça c'est un problème. Donc il y a un besoin de revoir cette catégorisation qui est faite par l'État, de l'améliorer. L'allocation budgétaire la plus importante qui sont liées à les dépenses de la biodiversité, c'est les ressources humaines, avec un investissement minimal dans les autres activités qui sont liées à la conservation. Donc on a une masse salariale importante, mais on a très peu de lignes budgétaires et très peu de dépenses budgétaires à la mise en œuvre de programmes sur le terrain, notamment en termes d'équipement, de véhicules, etc., d'intrants qui permettraient d'améliorer la conservation de la biodiversité. Et la plupart des dépenses qui sont effectuées correspondent à des dépenses récurrentes, avec 87% des dépenses qui sont réalisées, qui sont des dépenses récurrentes, et donc très peu d'investissement dans les écosystèmes de la Zambie. Donc voilà, cette analyse, elle permet d'identifier des solutions de financement pour la biodiversité, de lancer la réflexion, et qui vont être détaillées dans la dernière étape du processus de Biofin, l'élaboration du plan du financement de la biodiversité. Je vous remercie pour votre attention, et je vais repasser la parole à Marco. Merci. Merci beaucoup Hervé pour ces deux présentations et ces études de cas. Nous allons passer à présent aux questions et réponses. Donc, comme j'ai expliqué au début, vous pouvez écrire vos questions dans le chat, mais vous pouvez aussi lever votre main. Il y a une petite icône qui représente une main sur laquelle vous pouvez cliquer, et on pourra vous permettre de parler directement, ou alors tout simplement écrivez donc vos questions afin qu'on puisse les lire. Pour l'instant, je ne vois pas de questions. Je vous encourage donc à en écrire, et en attendant de voir quelques questions,
Je vais poser une question à Hervé. Aux Seychelles, lorsque vous avez fait la collecte des données pour le secteur privé, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les obstacles que vous avez eu à faire face, le, les types de secteurs que vous avez pu atteindre et lesquels n'ont pas été possibles? Et si cela a permis donc de créer des opportunités de mécanismes de financement, de solutions financières par la suite. Merci Marc pour cette question. Donc aux Seychelles, nous avons essayé d'intégrer le secteur privé dès le démarrage du processus de Biofin. Effectivement, dans notre comité de pilotage de Biofin, nous avons un représentant de la Chambre de commerce des Seychelles. Cette personne a participé à de nombreux comités de pilotage et a été informée des différentes étapes du processus Biofin. Cependant, malgré cela, quand nous avons démarré l'analyse des dépenses pour la biodiversité et que nous avons informé le représentant de la Chambre de commerce des Seychelles, nous avons pratiquement eu aucune réponse du secteur privé concernant des informations relatives aux dépenses qui sont liées à la biodiversité et qui sont effectuées par le secteur privé. Nous avons donc décidé d'identifier les industries clés du secteur privé qui contribuent directement à la biodiversité. Et donc, dans ce contexte, après nos connaissances du contexte des Seychelles, nous avons identifié le secteur du tourisme et notamment les hôtels. Et dans la grande variété d'hôtels aux Seychelles, nous avons sélectionné les hôtels qui sont localisés sur des îles privées, des petites îles privées. Généralement, ces îles, il n'y a pas de communauté qui habite, il y a juste un hôtel sur l'île et le propriétaire de l'île peut être différent du propriétaire de l'hôtel, mais l'hôtel se sent responsabilisé dans l'entretien de l'écosystème insulaire et donc ils investissent généralement et ils dépensent donc de l'argent pour l'entretien des écosystèmes insulaires. Dans certains cas, ils investissent aussi pour réintroduire des espèces endémiques insulaires aussi. Donc, une présélection grâce à notre connaissance du terrain. Et grâce à cette présélection, nous avons organisé des entretiens avec les directeurs de ces hôtels basés dans ces îles privées. Nous avons fait quelques entretiens avec ces directeurs pour comprendre comment ils géraient leurs îles et combien ils dépensaient par an pour la gestion des écosystèmes insulaires. Et en fonction d'analyse de 4-5 hôtels, nous avons pu déterminer un coût approximatif par hectare d'île ou par hectare ou par kilomètre carré pour l'entretien des écosystèmes insulaires. Et d'après notre connaissance du terrain, nous avons après extrapolé cette estimation par superficie à toutes les îles que nous connaissions aux Seychelles et qui répondaient à ces critères de sélection. Et cela nous a permis de nous donner une estimation des dépenses faites par les hôteliers sur ces hôtels, sur ces îles privées. Et donc, on a opté pour cette option d'avoir pas une information extrêmement détaillée, mais d'avoir une estimation plutôt générale et qui nous permettrait par la suite d'identifier surtout des pistes pour comprendre quelles sont les barrières pour la mobilisation supplémentaire de fonds provenant du secteur privé. Merci Hervé, je pense que c'est très intéressant de voir la difficulté d'avoir ces données, mais néanmoins l'intérêt qu'il y a à engager le secteur privé tout au long du processus, et aussi dans l'ADB en particulier. Je vois toujours pas de questions de la part de nos participants. Je vais en rajouter une dernière de ma part. Ce matin, nous avons eu le même webinaire, mais en anglais, et il y avait un intéressant sujet qui était lancé par le présentateur qui
qui a fait le travail en Irlande et qui expliquait que la possibilité de trouver des données démontrant la différence entre le budget, l'allocation et les dépenses faites est très compliqué à avoir. C'est très difficile de trouver ces données détaillées. Néanmoins, quand ils ont pu les trouver, cela leur a ouvert les yeux sur beaucoup de choses et trouver des opportunités, en particulier au niveau municipal ou à des niveaux plus petits, plus restreints. Je voulais savoir, Hervé, si dans vos pays que vous supervisez en Afrique, si vous pouvez partager un peu les que vous avez avec le budget, l'allocation et les dépenses, les principales barrières qu'il y a et les opportunités qui ont pu en sortir. Merci Marco pour cette question très vaste que je vais essayer d'apporter quelques éléments de réponse. Si les situations varient énormément d'un pays à l'autre. Par exemple, dans le cas de Seychelles, il y a très peu de différence entre l'allocation budgétaire, le budget qui est approuvé par l'Assemblée nationale, et les dépenses qui sont réalisées par les institutions publiques ou les ONG. Généralement, en fait, c'est la situation inverse. Il y a souvent un problème de sous-budgétisation, à tel point que le gouvernement des Seychelles souvent doit faire recours à un budget supplémentaire qui doit être approuvé à l'Assemblée nationale vers le mois de juillet-août, puisque les différents départements ont déjà dépensé tout l'argent, tout le budget qui leur a été alloué. Et donc, je pense que ce problème aux Seychelles est lié à ce manque de budgétisation basé sur les programmes qui sont liés à des objectifs. Et qu'il y avait une mauvaise compréhension des ministères des Finances des programmes qui sont mis en œuvre par les différentes institutions publiques. Et donc, je pense que ce problème va disparaître à moyen terme, car progressivement, toutes les institutions publiques, sous la pression du Fonds monétaire international, doivent adopter une budgétisation basée sur une programmation détaillée avec des objectifs clairs et des indicateurs clairs de suivi des dépenses et des réalisations. Et le fait d'adopter une telle approche permet de maximiser et d'éviter du gaspillage des ressources financières disponibles. Donc voilà un peu très rapidement quelques éléments de réponse dans le cadre des Seychelles. Dans le cadre de la Zambie, la situation est différente, comme nous avons vu dans la présentation précédente. Nous voyons que l'allocation budgétaire, la différence entre l'allocation budgétaire approuvée par l'Assemblée nationale et les dépenses réalisées, en fait, en moyenne, 40% du budget alloué est dépensé. Et donc voilà, donc différent. Donc pourquoi? Alors une des raisons avancées en Zambie, c'est le budget qui est approuvé par l'Assemblée nationale ne correspond pas au transfert budgétaire qui est alloué aux institutions publiques. Et donc il y a une différence. Cette différence est liée généralement parce que les recettes qui étaient prévues par l'État n'ont pas pu être réalisées, et donc l'État n'a pas le budget qui a été approuvé par l'Assemblée nationale au moment dit, et donc ils doivent différer cette allocation budgétaire. Généralement, l'allocation budgétaire entre le gouvernement central et les différentes institutions publiques se fait par trimestre ou sur une période régulière, mais pas une allocation budgétaire à l'année. Et donc, tout est lié aux recettes collectées. Donc, il peut y avoir des problèmes au niveau des recettes. Les recettes n'ont pas été collectées. Les recettes qui étaient anticipées n'ont pas été collectées. Et donc, il y a un problème au niveau de l'allocation budgétaire. Deuxième chose, il peut y avoir des événements exceptionnels qui donc nécessitent l'État de redistribuer différemment les allocations budgétaires
qui ont été approuvés par l'Assemblée nationale, puisque généralement les plans de contingency sont relativement limités. L'autre facteur aussi, c'est que souvent les institutions de mise en œuvre des budgets publics ou des ONG ont une capacité relativement faible d'absorption des budgets qui sont mis à leur disposition, surtout dans le cadre, comme on l'a vu, que ces allocations budgétaires dépendent énormément des bailleurs de fonds, okay, et que donc pour pouvoir dépenser de l'argent qui vient de projets financés par les bailleurs de fonds, il y a tout un système de contrôle, de rapports financiers à faire, de rapports d'activité à faire, qui sont relativement compliqués et donc qui peuvent retarder la mise en œuvre des projets qui ont été programmés et donc qui peuvent retarder les dépenses qui ont été prévues. Voilà, en quelques autres éléments de réponse à cette question, Marco. Merci beaucoup, Hervé. Bon, je voudrais rappeler que la semaine prochaine, nous focaliserons sur l'évaluation des besoins financiers, qui est la suite de la méthodologie. Vous réencouragez encore à nouveau, je vais parler à nouveau, de regarder le rapport de l'IPBES qui a été lancé cette semaine, ainsi que l'OCDE qui a lancé un rapport sur la finance de la biodiversité. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les écrire dans le forum dans le cours. Donc, c'est quelque chose où vous vient à l'esprit, mais n'ayez pas peur d'écrire des questions au forum. Nous essaierons d'y répondre. Je voudrais remercier Hervé pour la présentation sur les 2 études de cas sur les Seychelles et la Zambie. Et à la semaine prochaine pour la suite de ce cours sur la finance de la biodiversité. Merci beaucoup. Au revoir.